Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast où nous explorons ensemble la gestion de projet et le succès dans le monde du management de projet. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une figure emblématique du management de projet en Afrique, Mbolo Eteme. Elle est dans le top 10 Voice LinkedIn Cameroun pour le project management. Mbole est propriétaire et gérante de Devi PMO, dont elle nous parlera pendant l'interview. Ancienne présidente du Project Management Institute, chapitre Cameroun. Ensemble, nous allons plonger un peu dans son parcours, ses contributions à la profession et ses perspectives sur les thèmes cruciaux tels que la gouvernance de projet et la gestion des parties prenantes. Merci Mbolo d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Alors, pour commencer, Mbolo, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu ton parcours, tu te présentes, et puis si j'ai écorché ton nom, peut-être de bien le présenter aux auditeurs et aux spectateurs, car nous sommes aussi en vidéo sur YouTube. Ok, je suis Eteme Mbolo Clotilde, project manager depuis 22 ans, tombée dans la sauce à la suite d'une punition de mes managers, parce qu'à la base, je suis informaticienne. Et donc, j'arrive dans une équipe où je travaille avec des seniors il y a 22 ans qui ont des méthodes informatiques qui sont très, très éloignées des miennes. Et donc, ils sont pas d'accord avec mes approches qui nous permettent pourtant de gagner un temps. Pour vous dire, hein, le travail qu'ils pouvaient faire en 4 jours, avec mes outils neufs, nouveaux, je le faisais en une demi-journée, en 4 heures de temps. Alors, ils ont demandé à la PDG de me virer parce que je m'adaptais pas à leur méthode de travail. Et la PDG disait, mais non, elle est l'avenir. Si elle peut nous livrer un travail en une demi-journée alors que vous prenez plusieurs jours, c'est elle qu'on veut. Eh bien, pour me punir, ils m'ont éloigné de l'informatique et ont commencé à me confier les projets, la gestion des projets. Ah, Je vais donc me retrouver dans la gestion des projets. Je vais vraiment m'y plaire parce que je me rends compte que le management de projet me permet d'ouvrir tellement de portes. Ça m'a donné accès au conseil d'administration, à l'assemblée générale, à tous les responsables dans l'organisation et même en dehors. Alors, je me dis, mais voici le job qu'il me faut. Quand plusieurs années plus tard, ils veulent me ramener à l'informatique, la flamme de l'informatique était éteinte, s'était éteinte. Et je vais donc me mettre à fond dans le management de projet, me spécialiser, décrocher ma certification PMP parce que de plus en plus, on me confiait des projets très importants en termes de budget, en termes de challenge aussi. Je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je suive une formation pour ça. Et donc, je vais me lancer à fond perdu dans le PM, dans mon PMP, dans le management de projet. Je vais me rendre compte que c'est une profession qui est transversale. En fait, quand vous êtes manager de projet, vous pouvez exercer dans tous les secteurs hmm. d'activité et donner satisfaction. Et j'étais quand même dubitative. Je me disais, est-ce que c'est vrai? C'est comme ça que je me suis donné le challenge d'expérimenter ça. Et donc, j'ai de l'expérience dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec ma formation initiale. Mhm. J'ai de l'expérience dans les assurances, dans l'informatique qui est mon domaine, dans la construction, dans l'archivage. Vous voyez un peu les domaines, comment c'est assez éloigné.
Et j'ai fait des projets dans tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat et je peux vous dire que ce qui me guide, ce sont mes fondements, c'est ma base solide de management de projet. Donc, voilà les choses voilà un peu mon parcours qui, aujourd'hui, dont la flamme est toujours, allumée. Je compte rester encore longtemps dans le management de projet. Ben merci, c'est très très intéressant ce que tu dis parce que j'ai aussi un parcours similaire et puis j'ai envie aussi de transmettre ce message, ce que tu viens de dire, que le management de projet, justement, on s'adresse à tous, c'est-à-dire au conseil d'administration pour que notre projet il avance. Nos parties prenantes, ça peut être ben, des chefs, des managers, la direction, la C-suite et puis ça peut aussi aider, comme tu dis, dans l'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise. Et aussi que bah, ça s'applique à tout secteur. Tu viens, tu as une méthodologie de gestion de projet, tu ne t'es pas cantonné que à l'informatique. T'as réussi. Bah, moi, j'ai fait aussi du luxe, j'ai fait de la distribution, des télécoms. Donc, tout ça, ça veut bien dire que la gestion de projet est transversale et c'est aussi une opportunité de carrière. Je pense que les chefs de projet ou les futurs chefs de projet ont tout intérêt à persévérer dans cette voie-là parce que ça apporte beaucoup d'opportunités, pas seulement dans leur formation de départ s'ils étaient dans la construction, dans l'informatique, mais aussi bah, dans la suite. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi ton début de parcours, les seniors un petit peu. Et puis, je pense que tu as commencé à voir un petit peu les ficelles, comment elles se passent et tout ça. Et puis, finalement, ben, on t'a jeté dans la marmite de gestion de projet et c'était mieux au final que l'informatique. Mais quand tu avais des meilleurs procédés informatiques, c'était déjà de la gestion de projet. Je pense un petit peu d'optimiser, de raccourcir, de trouver des choses qui peuvent justement euh, augmenter la productivité, le rendement. Donc, bravo pour ce parcours. Et puis, on partage les mêmes valeurs et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir et pour un petit peu essayer d'insuffler encore cet esprit-là à nos auditeurs. Pourrais-tu Merci. nous parler, ben justement, tu nous as parlé de ta carrière et puis à un moment, tu as voulu devenir entrepreneur et tu as créé le de VPMO en 2018. Qu'est-ce qui t'a Mhm. fait switcher? Pourquoi tu as changé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas restée, par exemple, consultante au travail? Qu'est-ce qui t'a dit, non, mais là, je serais plus utile en tant qu'entrepreneuse pour VPMO? Alors, The Virtual Project Management Office vient répondre à un besoin que j'ai quand même constaté au bout de beaucoup d'années d'expérience sur le terrain. C'est déjà que la profession de management de projet, la fonction de management de projet n'est pas assez structurée dans les organisations. Et pourtant, dans toutes les entreprises, on fait au moins un projet par an, des projets Hmm. internes, des projets pour satisfaire aux clients, etc. Et il y a un besoin d'un côté, mais il n'y a pas une offre de l'autre côté. Il y a des managers de projets qui essaient de se constituer en association, en groupe, pour dire, voilà, nous sommes là, sollicitez-nous. Mais il n'y avait pas une structure qui pouvait se positionner pour apporter cette solution. Donc aujourd'hui, de VPMO, c'est un PMO as a service. Ça coûte quand même cher aussi de mettre en place une fonction complète opérationnelle de management de projet, notamment de créer un bureau de projet. Ça coûte quelque chose en Hmm. termes d'argent, en termes d'énergie, en termes d'équipe et en termes d'intégration avec ce qui existe. Ça fait que beaucoup de chefs d'entreprise hésitent souvent à faire le pas. Et donc, nous, on a dit, OK, nous allons leur créer une solution qui peut leur permettre de tester, OK, Oui. d'externaliser vers nous tous leurs besoins en matière de projet, management de projet, formation, les études avant projet, qu'ils nous confient ces missions et en observant comment nous faisons, ils seront donc capables de se projeter et de dire, OK, nous nous donnons 1 an, 2 ans, 5 ans pour mettre en place de projets. Alors, structurer la fonction management de projet dans notre entreprise. Ils pourraient aussi faire le choix de se dire, mais tiens, on a des experts, pourquoi est-ce qu'on va se déranger à implémenter, à investir pour implémenter ça en interne? Si une entreprise n'a que 2, 3, 4 projets par an, bah,
est-ce que ça vaut la peine d'avoir un bureau de projet, par exemple? Non, ils peuvent externaliser vers nous. Nous avons les ressources, nous avons l'expertise, nous avons la passion qui va avec. Bah, ils nous donnent leurs exigences, on fait le job à leur place et ils peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. Voilà notre positionnement. Ben, c'est super, c'est très intéressant. Moi-même, parce que ça manque en France. J'ai cette vision-là. Donc, tu as un peu réalisé un de mes rêves. Et puis, j'ai rencontré aussi dans un autre épisode que je mettrai Louise Gardner, qui, elle, est en Australie. Et elle fait exactement ça, c'est qu'elle aide à la campagne dans le PMO. Et puis, ben, moi, je pense, je sais pas si c'est pareil pour toi au Cameroun, mais moi, en France, il y a ce gros problème de manque de structuration des projets. Ils veulent pas se standardiser à la gestion de projet comme le PMI ou d'autres, peut-être, organismes de gestion de projet veulent le faire. On a des chefs de projet qui sont des experts techniques, comme notre début de carrière. Mais ces experts, ils veulent pas se plier au process et tout ça. Donc, des fois, un PMO, c'est intéressant aussi pour venir cadrer ça, standardiser ça. C'est un peu ce que je faisais à la fin, mais ça manque beaucoup. Et donc, ben, je pense que les entreprises, elles voient ça comme quelque chose qui leur permet une meilleure efficacité, un meilleur rendement, une meilleure réussite. Est-ce que tu as des petits résultats là-dessus? C'est quoi les feedbacks de tes clients, entreprises? Voilà. Ah, ils sont généralement très satisfaits et notre contact commence souvent par la formation pour assurer le personnel parce que voilà, le manager peut décider d'externaliser, mais ceux qui avaient la responsabilité de le faire en entreprise ne vont pas coopérer. Ils voient que c'est un pouvoir qu'on leur enlève, etc. Donc, généralement, nous commençons par la formation pour leur montrer effectivement ce que c'est qu'un manager de projet, qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Et à la fin, ils se rendent souvent compte que, en fait, ce qu'ils faisaient n'était même pas la moitié de ce qui est requis. Ce qu'ils faisaient n'était pas ce qu'on attend d'eux. Et ce qu'on attend d'eux, ils peuvent pas le faire parce que ils sont déjà sur d'autres opérations. Et donc, en termes de temps, d'énergie, d'organisation, ils sont souvent les premiers à nous dire, ah oui, c'est vous les experts, vraiment, accompagnez-nous. Donc, c'est par là qu'on entre souvent et on donne généralement satisfaction sur cet aspect de formation et de sensibilisation au niveau des ressources humaines. Une fois que cette étape est souvent franchie, on nous confie donc des missions au départ qui sont pas de très grosses missions. Et celle que nous proposons souvent, c'est de faire un health check, une espèce de diagnostic de la fonction de management de projet. Et cette étape nous permet de mettre le curseur sur l'étape, sur on va dire quoi, le processus de maturation de la fonction de management de projet de l'entreprise. Les responsables d'entreprise n'en ont pas souvent conscience. Ils n'ont pas conscience que leurs demandes ne sont pas en adéquation avec les ressources disponibles. Et on va leur dire, au vu du niveau que vous avez, vous n'avez pas les processus, vous n'avez pas les ressources humaines formées, vous ne leur donnez pas le temps, vous n'avez pas d'outils pour les évaluer. Par rapport aux demandes que vous faites, le résultat à la fin ne peut pas être satisfaisant parce que, voilà, vous n'êtes pas prêt. Donc, ce diagnostic est souvent une espèce de réveil qui fait qu'ils se disent, mais tiens, nous perdons de l'argent, certainement, nous perdons de la confiance de nos clients ou de nos partenaires parce que nous n'avons pas structuré telle ou telle chose. Et ça les aide à prendre la décision de commencer par un bout au moins et voilà, d'améliorer les choses. Donc jusqu'ici, les feedbacks sont bons. Ils sont pas encore nombreux. On n'a pas encore atteint la masse critique qu'on souhaiterait, mais ceux qu'on a touchés jusqu'ici ont été satisfaits. Ils ont été demandeurs. Après le health check, les managers nous ont souvent rappelé en nous demandant de leur fournir des arguments pour constituer leur dossier à défendre auprès des conseils d'administration pour avoir le go vers la création d'un bureau de projet, par exemple. Et voilà. Donc, généralement, ça se passe bien. Ben, c'est super. Je n'hésiterai pas à mettre dans les liens de l'épisode, justement, où on peut te contacter. Et puis, si des entreprises
ou des personnes voudraient faire appel à Devis PMO, j'aime beaucoup le nom, et ben, ils pourront passer par ce lien-là. Donc, c'est vraiment intéressant justement cette vision de dire l'importance de la gestion de projet. Puis après, les gens sont convaincus quand tu leur as montré, tu as fait le diagnostic et puis qu'après, ben, ça fonctionne, ben, ils reviennent. Je pense, moi, j'en suis convaincue, mais j'ai l'impression que des fois, c'est dur de dire, ben, on va investir dans de la gestion de projet. C'est pas de la production pure. Ça m'apporte pas du CA en direct. Ben, si, en fait, si tu structures mieux, ça t'en apporte. Mais c'est vrai Voilà. que ça te fait gagner de l'argent, ça te fait maîtriser tes budgets, ça te fait choisir les bons projets à faire et tout ça. Mais pour cela, ben, il faut voir. Donc, c'est super. Est-ce que tu as quelque chose d'ajouter sur cette partie-là, accompagnement des entreprises? Après, on va peut-être rentrer dans des sujets un peu plus gestion de projet, comme la gouvernance de projet. Alors, au niveau de l'accompagnement des entreprises, le point sur lequel on a quand même beaucoup de difficultés, le message ne passe pas encore, c'est de convaincre le marché de la nécessité de faire des études avant projet. Beaucoup de personnes, ils ont leur idée, ils ont leur argent et veulent directement se lancer dans un projet. Leur dire, attention, il vous faut une étude de faisabilité économique qui va quand même vous rassurer sur la viabilité ou non de Mm, votre projet. C'est un message qui passe pas. Beaucoup de personnes nous disent non, ça perd du temps et puis ça consomme de l'argent. mm. Et nous n'avons pas encore trouvé la bonne stratégie pour rendre ça systématique et dire attention, ne vous lancez pas dans un projet sans avoir fait toutes les études avant projet nécessaires. Mais on y travaille encore. Oui, encore, par exemple, les techniques de choix qui sont dans le PMI, par exemple, le ROI en avant, voir si à quel moment on Voilà. va avoir un return of investment, est-ce que ça vaut le coup? Ben, Voilà. en France, ça se fait dans beaucoup, ça se fait beaucoup, mais des fois, oui, on a envie juste de faire le projet, puis on verra. On attend des millions d'euros à la fin, sans avoir vérifié si ça se fait ou pas. Ben, merci pour ce petit ajout. On va d'ailleurs parler justement à la gouvernance de projet et PMO. Je pense que même cette gouvernance de projet doit commencer en avant-vente, c'est-à-dire savoir qui est-ce qui prend la décision, avoir un petit comité qui décide, oui, on n'y va pas, on a bien réfléchi, c'est ce projet-là qui va nous rapporter le plus en ROI. Donc, quelles sont pour toi, si quelqu'un n'a pas de système de gouvernance, les étapes clés à mettre en place pour ce système? Alors, les étapes clés, c'est déjà d'avoir au moins une équipe. Elle peut être interne ou externe, hein, d'avoir des experts qui vont nous accompagner. Parce que la gouvernance, elle doit être bien comprise. Et surtout, il faut éviter que la gouvernance au niveau de projet ne soit pas alignée avec la gouvernance au niveau organisationnel. On a donc besoin d'experts qui vont nous aider déjà à comprendre, à faire cohabiter les deux et à structurer la gouvernance au niveau des projets. Alors, comme j'explique souvent à mes apprenants, le système de gouvernance a pour mission de nous aider à prendre les décisions, mais pas que les décisions, surtout les bonnes décisions. Ça nécessite donc d'avoir les bonnes personnes à la bonne place, des personnes qui comprennent la situation, qui sont outillées pour prendre les décisions et prendre une décision. C'est un acte qu'on fait beaucoup dans le management de projet. Il n'est pas anodin, il doit suivre un processus et il est bon que tout le monde connaisse le processus de prise de décision pour éviter autant que possible de tomber dans des décisions qui sont inadaptées, qui sont mauvaises, qui vont nous amener dans des situations compliquées, en tout cas. Donc, structurer la gouvernance au niveau du projet pour qu'elle soit alignée à la gouvernance au niveau organisationnel, mais surtout aussi avoir le support de la gouvernance organisationnelle des managers. Alors, le mot chef de projet, je l'aime pas beaucoup en français parce que Oui. nous, les francophones, quand on entend chef, on voit la chefferie, on voit le pouvoir, on voit qu'on doit brimer les gens, dominer, alors que je le préfère en anglais quand on dit manager de projet, c'est dire qu'on est au service d'eux. Et donc, en tant que serviteur, le système de gouvernance doit donc être au service de tous. Ceux qui sont
à l'avant-vente, les commerciaux, ceux qui sont en bac, etc. Et j'ai animé un séminaire une fois et un monsieur, un DG d'ailleurs, m'a dit, Madame, je n'arrive pas à situer la fonction de management de projet. Est-ce du front office ou du back office? Et je lui disais justement, c'est du middle office, d'après moi. Parce qu'effectivement, la fonction management de projet va être un trait d'union entre le front office et le back office. On peut pas le mettre en front, on peut pas le mettre en back. Il va soutenir toutes les deux parties. Et moi, la position idéale, c'est du middle office. Et en tant que tel, la gouvernance en a besoin. OK? Généralement, on voit une équipe pour le front, une équipe pour le back et Mhm. rien au milieu. Alors, le Ah. management de projet vient pour ça. Le PMO, si vous avez un PMO, ce sera son rôle et le DG va se concentrer sur la stratégie de l'organisation. Voilà. Mais c'est super, j'aime beaucoup cette définition. Moi, je la rapproche beaucoup à la gestion de portefeuille de projet, où c'est pas celui qui a la plus grosse voix ou qui est le plus fort qui va avoir la décision qui va dans ce sens. Vraiment avoir des critères, comme le PMO, il arrive avec les bons critères. Il dit voilà les pour et les contre pour choisir tel ou tel projet, pour mettre en avant prioriser ses ressources sur ce projet-là. Donc vraiment, j'ai bien entendu. Puis sur cette fonction, justement, quand tu parles de middle office, est-ce que tu as eu l'expérience de l'agilité, justement, comme tu étais dans l'informatique? Est-ce que tu accompagnes ou tu as été dans cet environnement? Parce que moi, quand tu me parles d'un chef de projet qui est au service, ça me rappelle le servant leadership qui est vraiment la base de l'agilité. Donc, est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Est-ce que, voilà. Bah, en période post-Covid, vraiment, c'est incontournable à l'agilité. Vraiment, la pandémie nous a appris à être flexible, à souhait, à être agile, que ce soit l'agilité au niveau organisationnel avec un PMO agile, que ce soit de l'agilité dans le projet. Oui, j'ai fait face à ces situations où des clients nous ont imposé, ils nous ont prévenus, ils nous ont dit, bon, vraiment, on voudrait pas se terminer on voudrait pas se séparer avec des problèmes. Nous sommes un client exigeant. Nous avons des éléments que nous ne maîtrisons pas au début du projet, mais nous savons où nous voulons aller. Nous allons progresser ensemble, nous mettrons à disposition les informations au fur et à mesure, les moyens au fur et à mesure. Donc, nous vous demandons d'être agile. Donc, parfois, c'est à la demande du client, mais parfois, c'est nous qui venions avec cette proposition. Et généralement, ça a souvent rassuré les clients de savoir que, voilà, ils n'auront pas affaire à des personnes qui sont rigides, carrées, qui ne comprennent qu'un sens et rien d'autre. Oui, on a été obligé de s'adapter très souvent, hein, d'adapter nos processus, d'adapter notre façon de faire une pause quand il faut faire une pause, d'aller assez rapidement, d'accélérer quand il faut accélérer. Et voilà, ça se passe généralement bien. On fait face à des résistances, ça manque pas. Mais bon, on est préparé souvent à ça. On a des ressources humaines qui sont préparées à ça et ça nous permet de tenir bon. Ben, merci beaucoup. Tu parlais un petit peu avant d'être transversal en gestion de projet PMO. Quelles sont pour toi les similitudes et les différences dans la gestion des PMO, la gouvernance de projets, que ce soit par exemple dans la construction, dans l'IT ou dans d'autres domaines? Alors, la similitude, c'est déjà la constance des exigences de management de projet, hein. Voilà, le cycle sera toujours le même. OK, on va toujours initialiser, planifier, exécuter, etc. Voilà, qu'est-ce qui m'a permis, voilà ce que je peux aussi dire, hein, qu'est-ce qui m'a permis de réussir alors que je passais d'un domaine à un autre? Il y a la notion de prototypage, prototype, essai, test, maquette. C'est une approche qu'on va utiliser partout. Dans l'informatique, dans la construction, dans l'archivage et tout, on va toujours faire des phases pilotes, on va essayer ici et là. Autre élément qui
favorise la transversalité. On va dire le fait que le management de projet soit quand même normé, normalisé. Au niveau de ISO, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont standardisées et qui font que quel que soit le secteur d'activité, les choses que nous avons à faire demeurent quand même les mêmes. On n'aborde pas un projet dans son entièreté directement. On va quand même le découper. Quel que soit le terme qu'on va utiliser, il peut être technique ou pas, hein. Quand on explique au client, c'est que vous nous avez donné un projet, on compte le découper en 3 grands blocs, en 4 grands blocs, peut-être selon les corps de métier. Quand on va arriver dans la construction, on va vous dire, OK, comment on vous construit? On aura un bloc qui va concerner le génie civil, un autre qui va concerner l'électricité et tout et tout. Il voit la logique d'approche derrière. Et la logique, c'est que je découpe, je structure en mettant une équipe derrière, j'équipe avec de la technologie, ça peut être des logiciels, ça peut être du matériel qui va venir faciliter des choses, mais surtout, je mets en place un système de gestion de performance. Je mets des outils pour m'assurer que mon équipe, mes ressources vont être performantes pour me permettre d'atteindre les objectifs. Donc, quand on a cette logique, cette approche de projet, quel que soit le secteur dans lequel on est, bah, la réussite n'est pas loin, hein. On réussit, hein. On réussit Mhm. vraiment. Ben, Les merci. aspects techniques vont faire la spécialité, OK? Et ça aide, ça aide. Là, on s'appuie maintenant sur les experts. Ben, merci pour beaucoup sur cette belle vue encore de la gestion de projet, du fait que ce soit transversable et puis que ça aide les projets, quel que soit leur domaine. C'est un bon. Là, on vient de terminer un petit peu la partie sur la gouvernance des projets, les PMO et puis la gestion de projets transversale. On va passer à la question des parties prenantes. Moi, je t'ai découverte un peu parce que tu avais un webinaire sur les parties prenantes et donc tu as des grands projets d'envergure, par exemple de construction. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler d'une de tes expériences, de comment tu as réussi justement à mettre les parties prenantes autour du table et faire avancer un projet autour d'un objectif commun, par exemple? Alors, c'est une expérience de consulting. J'ai été contactée par une entreprise qui faisait un projet de construction dans une zone très, très reculée, en forêt. Et donc, les riverains n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas, ça venait changer leur mode de vie, etc. Et c'était un peu compliqué. Et les riverains sabotaient le projet, ils allaient sur le site détruire X et Y, malgré la force publique qui intervenaient pour les intimider, ça ne changeait pas. Et donc, ils m'ont consulté et ils m'ont dit vraiment, là, on a une partie prenante difficile, on ne s'en sort pas. Alors, après de nombreux échanges, je suis venue avec une solution après avoir fait certains constats, hein. Alors, ce que je leur ai proposé comme solution, c'est d'impliquer ces riverains dans le projet en leur proposant des postes. Et ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible, c'est un projet qui est quand même critique, ils n'ont pas fait d'études, c'est une zone qui n'est pas très scolarisée, il faut le reconnaître. Et ils m'ont dit, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, vraiment, si on les prend, le projet, ça va pas marcher. Je leur ai dit, mais tiens, c'est pas, vous n'avez pas seulement besoin de personnes qui ont fait des études. Dans un projet, on n'a pas ceux qui font l'entretien, les techniciens de surface. On a besoin d'un diplôme pour ça, pour assurer la sécurité de votre site de construction. On a besoin d'un diplôme pour ça. En plus, c'est dans leur village. Vous pouvez leur proposer ça. Alors, je leur ai suggéré de faire un recensement de postes qui ne nécessitent pas de diplôme, qui ne nécessite pas qu'on ait une maîtrise de la langue française ou l'anglais. Au Cameroun, ce sont nos deux langues officielles. Et donc, il nécessite juste que des êtres humains arrivent et fassent quelque chose. Alors, ils sont arrivés à plus de 20 postes et j'ai dit, voilà, c'est bien. OK, vous avez plus de 20 postes. Ce que je vous suggère, c'est d'aller rencontrer le chef du village parce que dans les villages, on est organisé en communauté et on respecte beaucoup les hiérarchies, donc les autorités traditionnelles.
Je leur ai donc dit, non, vous faites pas un communiqué pour dire on veut recruter, etc. Ça marchera pas. Allez rencontrer le chef du village. Ils m'ont dit, mais tout le monde est contre nous, ils veulent même pas de dialogue. J'ai dit, c'est pas grave. Ils ont essayé, ils ont demandé plusieurs rendez-vous sans succès. Mais à force d'insister, ils ont pu rencontrer le chef du village. Et le chef du village leur a dit, je vous donne 10 minutes chrono en main. Vous savez que mon village ne veut pas de vous. Pourquoi voulez-vous me voir? Alors, chef, on est venu vous voir, on vous respecte beaucoup, on souhaiterait que vous mettez à notre disposition une vingtaine de vos enfants de ce village. Vous venez dans le projet, on aura besoin d'eux. Si idéalement on peut avoir un fils par maison, ce serait quand même quelque chose de bien et tout. Alors, il se trouve que le chef en question ne faisait pas l'unanimité auprès de ces populations. Donc, c'était un chef qui était quand même un peu contesté par ces populations. Lui, il y a vu une opportunité de Ah. faire asseoir son autorité. Après le départ de cette équipe-là, il a fait venir tout le village. OK? Alors, il leur a dit, vous savez, ces gens, on veut pas d'eux et tout et tout. Mais après mûre réflexion et ayant consulté les ancêtres, j'ai eu une inspiration la nuit. J'ai imposé que mes enfants, les fils de ce village, travaillent dans ce projet ou alors qu'ils aillent loin avec leur projet. Et le village a applaudi. Et on a dit, voilà le chef qu'il nous faut. Il se soucie de nous. En termes de chômage, le chômage était total dans le village, hein. C'est un village où on fait de l'agriculture et de l'élevage, tout simplement. Et donc, tout le monde a dit, mais voici un bon chef. Voici le chef qu'il nous fallait. Et là, il a gagné en notoriété auprès de ses populations. Il a eu plus de, je crois, 25, on était autour de 25 non. Et voilà. Alors, il n'était pas question de prendre les CV ici. C'était pas un recrutement conventionnel. C'est pas possible. Alors, les 25 se sont présentés avec le chef qui est arrivé rencontrer le chef de projet sur ce projet. Et tout de suite, le chef de projet a recruté ces jeunes du village. Il leur a donné des équipements de travail. OK, des chaussures de sécurité, des casques, des combinaisons, mais juste au niveau du dress code, ces gars étaient conquis. Ils étaient heureux. Ils n'avaient pas de salaire important, mais dans cette zone, ce salaire représentait une somme importante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah ils pouvaient dépanner leur maman de temps en temps, ils pouvaient offrir des cadeaux, ils étaient désormais crédibles au père des petites, ils pouvaient draguer des femmes, voilà, ils étaient importants dans leur famille parce que on les consultait pour donner leur avis parce qu'ils avaient déjà un pouvoir financier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mamans étaient les premières à dire, vous touchez pas à nos fils, touchez pas à ce projet. Si ce projet est déplacé aujourd'hui, nos enfants perdront leur travail et nous perdrons nos privilèges. Les copines se battaient pour que le projet continue. Bref, même des jeunes qui n'avaient pas été retenus pour ce projet se sont proposés à travailler gratuitement à condition qu'on leur donne la tenue de travail. Donc, en termes de gestion de parties prenantes, voilà une très belle expérience que je peux raconter en termes de consulting. Cette équipe a donc eu le bonheur de travailler, mais aisément jusqu'à la fin parce que vraiment, ils ont eu un soutien incroyable pendant tout le projet. Même le chef leur a donné de l'espace pour parquer leur matériel, etc. Le village s'est impliqué. Voilà une des plus belles expériences que je pourrais raconter. C'est effectivement très beau. Et puis, on voit l'intérêt de chaque partie prenante et comment un petit peu, voilà, montrer à chaque partie prenante ce qu'elle a gagné, même si des fois, quand Euh, on savait pas que voilà la tenue, c'était presque la tenue qui intéressait les jeunes plutôt que Voilà. d'autres gens, la posture et tout ceci. Donc chacun y voyait ben, son intérêt. Et ça a fait un petit alignement des planètes qui a pu fermer, qui a pu voilà avoir le projet qui s'est passé sans accroc jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant comme histoire. J'ai beaucoup aimé et puis. Ben voilà. Et puis c'est un exemple simple de partie prenante qui peut être utilisé pour faire comprendre justement cette gestion des parties prenantes qui est primordiale, je pense, pour un chef de projet. Il passe son temps à communiquer, à faire en sorte que toutes les parties prenantes soient bien, bien alignées, qu'elles veuillent bien faire avancer le projet. Et moi, je voulais même aller plus loin.
où justement c'est là que le chef de projet, il développe ses compétences de communication, de leadership, comment faire pour impliquer, avoir un impact sur ses parties prenantes pour qu'elle puisse justement être projet et qu'elle ne soit pas résistante au projet. Je pense que c'est des qualités et des compétences qu'on peut retrouver après, comme tu l'as dit, comme chef d'entreprise, comme membre du conseil d'administration ou dans d'autres belles expériences. Mhm. C'est pas mal et puis ça nous permet de passer justement à la question suivante où on a parlé des parties prenantes, du fait que ça pouvait apporter aussi des compétences. Et en fait, je sais que tu as formé plus de 300 personnes par an en gestion de projet, en ligne, en présentiel. Tu l'as dit parmi les équipes, les entreprises. Quelle est, selon toi, l'importance de ces formations et comment la rendre accessible dans les contextes comme les zones un peu moins atteintes par le monde de la gestion de projet? Alors, la formation pour moi est centrale, hein. Elle est centrale. On doit commencer par là, on doit passer par là et on doit conclure par là. Et effectivement, moi, je pense que tout le monde devrait être formé en management de projet, tout le monde. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre de mon entreprise, j'ai mis en place un programme de formation. Je fais des formations pour les professionnels, pour les particuliers. Ces formations sont payantes, mais j'ai une formation pour les populations rurales. Cette formation, elle n'est pas payante. Et le challenge là-bas, c'est enseigner le management de projet sans utiliser les termes techniques de management de projet à des personnes qui n'ont pas fait d'études, OK, des populations rurales. Au début, nous travaillions avec des femmes et un médecin que nous avions fait venir, il y a un volet santé dans ce programme. Et à la première édition, nous avions fait venir un médecin pour parler du planning familial. Et il nous a dit que lorsqu'une femme est pauvre, généralement, son mari est aussi pauvre. Et donc, si notre ambition, c'est d'aider la femme rurale à sortir de la pauvreté, si nous n'incluons pas son conjoint, son mari, notre ambition, on va peut-être pas la réaliser. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. Et à la prochaine édition, on a intégré les hommes. On a demandé aux femmes de venir avec leurs conjoints. Donc, à la première édition, c'était 100 femmes qui ont été formées. À la deuxième édition, c'était 200 personnes. Il y avait 150 femmes et 50 hommes. C'est un début, hein, donc je me dis, c'est là que et on n'a pas eu plus d'hommes, mais 50, c'était déjà pas mal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour enseigner le management de projet à des personnes qui n'ont pas le niveau scolaire qui est souvent requis pour faire au moins les formations pour les débutants? Alors, on utilise juste la technique du learning by doing. On va directement dans la pratique. Donc, ensemble, on essaye de maturer un projet. On va réfléchir ensemble. On a fait l'édition de 2024. Pour l'édition de 2025, en début d'année, on va consulter quelques femmes pour leur dire qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aborde comme activité pratique. Jusqu'ici, on a travaillé à fabriquer les produits ménagers, du savon, du savon en poudre, du savon liquide, de l'eau de javel, du vinaigre. On était à, je crois, une quinzaine de produits qui aident la femme à assurer l'hygiène dans son domicile. Et donc, on fait venir des experts, hein. Moi, je sais pas fabriquer le savon, hein. Le processus de Mm. saponification, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais on va d'abord avoir cette idée ensemble, on va la maturer ensemble. Maturer, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est ce que vous devez faire? Et on va nous dire, dans notre région, le savon coûte extrêmement cher par rapport à la ville. Le fait de ne pas avoir le savon fait que, voilà, nous avons des maladies, liées aux problèmes d'hygiène parce qu'on peut pas faire la lessive, on a des problèmes dans la vaisselle, dans l'entretien de la maison. Et c'est donc à
partir de ce moment qu'on décide de ce qu'on va faire. Et puis, on va donc de notre côté chercher des experts pour pouvoir venir leur montrer comment le faire. Et comment le faire, ce n'est pas seulement une formule, une recette qui dit ajouter ceci et cela. Non, mais c'est de dire où est-ce qu'on s'approvisionne. Pour fabriquer le savon, j'ai besoin de la soude. La soude, vous pouvez la trouver chez un quincailler qui peut vous la vendre en détail. Ça se vend le kilo à tel nombre, ça peut se retrouver. Donc, on leur donne toutes les informations pour qu'elles soient indépendantes plus tard quand elles voudront le faire. Et en plus, on le fait dans leur langue, dans la langue locale. Donc, les formateurs parlent en français, on prend un traducteur, généralement un enseignant retraité qui vient faire la traduction du français à la langue locale et on leur donne des supports avec les recettes. Une belle expérience que j'ai eue. À la première édition, on avait 100 femmes, mais j'avais fait imprimer juste 25 supports. En me disant, ben, ils savent pas lire. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille mettre de l'argent dedans? Mais elles m'ont engueulé, ces dames. Elles me disent, ben, nous savons pas lire, mais nous avons des enfants qui savent lire. Nos maris savent lire. Nous avons tous besoin de ce document parce que il faudra qu'on aille expérimenter à la maison. Et séance tenante, on a multiplié les supports pour que chaque femme ait son support qui est écrit en français et que son enfant puisse l'aider à la maison. Ça a été une très belle expérience et cette année, elles m'ont fait une très belle surprise de s'organiser toute seule et d'aller faire une exposition à l'occasion de la journée de la femme rurale. Et elles ont vraiment épaté les autorités locales qui ont dit, mais tiens, toutes les éditions passées, vous avez exposé les produits de vos champs, les céréales, les légumes, etc. Cette fois, vous avez ajouté, ben, il y avait des parfums, il y avait du savon, de l'eau de Javel, et ils se sont dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et elles ont donc raconté l'expérience de la formation. Donc, en termes d'impact et de durabilité, l'objectif a été atteint et voilà, je voudrais poursuivre cette initiative et augmenter l'effectif des femmes à former en zone rurale. Donc voilà un peu ma vision du management de projet auprès des populations qui sont exclues de façon naturelle. Elles peuvent pas faire le PMP, c'est sûr. Elles peuvent pas faire le CAPM, c'est sûr. Elles n'ont même pas eu le diplôme de l'école primaire. Mais elles font des projets. Au village, on fait beaucoup de projets. Elles ont des champs, elles ont des petites activités, leur donner des petits outils pour structurer ça et gagner un peu d'argent. Pour moi, c'est mon objectif. C'est très beau, très inspirant et très louable. M- Moi-même, tu sais, j'aime beaucoup cette idée de la gestion de projet s'applique partout, mais tu m'as vraiment inspiré. Je pense que tu as inspiré beaucoup d'auditeurs justement en allant plus loin, c'est-à-dire aller vers le rural, vers vraiment appliquer la gestion de projet et voir après que ça sert justement, puisque à l'exposition, eh ben, il y a eu un retour parce que justement, as fait cette formation. Je pense, c'est quoi, leur expo, leur stand était beaucoup Oui, plus intéressant, beaucoup plus fourni, beaucoup plus, et elles ont peut-être dû plus vendre plus, donc apporter de l'argent. Et puis, donc vraiment bravo, hein, je te dis pour cette initiative. D'ailleurs, si on veut être témoin de cela et tout ça, regardez, je pense qu'on peut te suivre sur LinkedIn. Je mettrai ton lien dans la description de l'épisode parce que je trouve ça vraiment très inspirant. Et puis, comme tu dis, c'est aussi, nous en France, on appelle ça l'économie euh, sociétale, l'économie, oui, c'est ça, environ ESS, les ESS. Et c'est très mhm, important justement de rendre à la communauté, de justement d'avoir ce type de projet qui impacte et qui peuvent aider bah, tout le monde. Donc, c'est très beau et merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette expérience que je pense est intéressante pour nos auditeurs de toujours avoir bah, voilà, ces valeurs partagées et puis give back, moi j'appelle ça give back, redonner et bah, justement ouais. à la communauté, donc bravo. Et justement, donc là, tu parles bah, de zones rurales, de personnes qui n'ont pas accès. Si on fait l'inverse, parce que comme tu as formé beaucoup dans des entreprises et tout ceci, des jeunes chefs de projet, quels conseils leur donnerais-tu? T'as dû en rencontrer plusieurs. Tu vois bien, des fois, il y a quelque chose que tu aimerais leur dire. Est-ce que là,
tu aurais un message à leur faire passer, justement? Oui, pour les jeunes, vous pouvez faire carrière dans le management de projet. En termes de certification, il y en a pour tout le monde, hein, les débutants, les experts, les seniors. Envisagez une carrière dans le management de projet, quel que soit votre domaine technique. Le management de projet accueille tout le monde et c'est un métier qui ouvre tellement de portes, qui donne tellement d'opportunités. Si vous sentez la petite envie, allumez la flamme. Lancez-vous dans le management de projet. Faites des projets individuels. Engagez-vous dans les projets des autres. Dans le bénévolat, vous aurez aussi, dans le volontariat, vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets et c'est toujours une compétence de poids sur un CV, une compétence en management de projet. Donc, lancez-vous. Très bien dit, j'ai rien à rajouter. Bravo, en tout cas, oui, chef de projet. D'ailleurs, on parle de bénévolat. Moi, je suis bénévole au Project Management Institute France, mais toi, tu as été président du Project Management Institute Cameroun. Et donc, je pense un petit peu, quand tu as conseillé le bénévolat, c'est que cette expérience t'a beaucoup apporté et tu penses qu'elle apporterait beaucoup aussi aux futurs, aux chefs de projet et futurs chefs de projet. Tout à fait. Si on arrive à la fin un petit peu de notre échange, si tu ne voulais retenir qu'une chose de notre échange, que serait-ce? Si tu voudrais que les auditeurs repartent avec une seule chose. C'est que le management de projet, c'est fait pour tout le monde, chacun à son niveau. C'est ce que je voudrais qu'on retienne. Très beau, très beau. Est-ce que tu as des actualités en ce début d'année 2025, voilà, ou des personnes, si elles veulent te contacter, où est-ce que tu es le plus joignable? Alors, je suis joignable sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter là-bas pour suivre mon actualité ou pour me faire juste un hello. Ce serait avec plaisir. Pour 2025, voilà, ce programme que nous faisons, il s'appelle Women in Project Management in Africa. Ce programme dans lequel nous faisons des formations avec les femmes rurales. Nous souhaitons passer à une échelle supérieure, former un peu plus de femmes. Ça veut dire avoir donc un peu plus d'argent. Je vous ai dit, c'est un programme gratuit pour les femmes conformes, mais nous, on investit et donc on est à la recherche de programmes de subvention. Si vous êtes au courant, bah, voyez-nous, on veut bien aller chercher des subventions, positionner notre programme dans des concours pour nous apporter voilà du support et former un peu plus de femmes, avoir un peu plus d'impact auprès des femmes. Au niveau des professionnels, pour l'année prochaine, on voudrait aussi se concentrer sur les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont des besoins et on veut se positionner là-dessus. On a déjà conçu de nouveaux produits pour les entreprises. Donc voilà, on va marcher un peu dans les entreprises pour proposer les services. On espère que les entreprises nous feront confiance et que voilà, on va développer des collaborations, des partenariats qui vont permettre d'atteindre cet objectif de porter le management de projet un peu plus loin. D'ailleurs, moi, je me définis souvent comme un project management evangelist. Donc, je porte la bonne nouvelle du management de projet partout. Voilà. Merci. Mais bravo, on va mettre tous les liens pour pour Women in Project Management in Africa et pour ton site ou pour comment te contacter. Et c'est très beau parce que bah, l'une de mes premières missions de PMO, c'était évangélisation. C'était même pas acculturation à la gestion de projet, c'était évangélisation. C'est-à-dire, tu dois les convaincre que la gestion de projet, c'est fait pour eux qui doivent nous faire des comptes rendus d'activité et tout ça. Donc, Voilà. c'est un beau mot d'aller justement acculturer, évangéliser. Ben, merci infiniment pour cet échange passionnant et d'avoir partagé avec nous ta passion, ton expérience qui est si riche. Je pense que ton parcours est inspirant et puis la façon dont tu abordes la gestion de projet avec les exemples que tu nous as donnés, c'est vraiment important et ben, à remettre, voilà. À remettre accessible, à remettre standardisé. Merci beaucoup pour aujourd'hui.
Merci Mirvette, ça a été un plaisir. Merci. Merci et je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés ou regardés sur YouTube. J'espère que cet épisode vous a permis d'en apprendre davantage sur l'importance de la gestion de projet, du PMO et peut-être de vous avoir convaincu de continuer ou de commencer une carrière en gestion de projet. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Projetez-vous et puis vous aurez toutes les informations pour où retrouver Mbolo. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.